Le secrétaire général de l'association des détenteurs de parcelles à Kouralé se prononce sur le règlement du litige foncier d'un morcellement coutumier d'un espace de 45 hectares. Les détails dans cette édition. Qu'est-ce que les Maliens pensent de la lutte contre la corruption au Mali? Élément de réponse dans ce journal-là. Dans le but de mettre en garde les enfants et leurs parents contre de nombreux risques pendant les fêtes de l'année, le ministre de la Sécurité appelle à la retenue de tous. Ainsi, pour fêter les fêtes de Noël et du 31 décembre 2021 dans un climat convivial et serein, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile interpelle la population quant à l'utilisation des pétards et d'autres feux d'artifice pour limiter les dégâts. C'est un commentaire d'Abdullah Kader Touré. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel-major Daoud Ali Mohamedine, à son habituel communiqué de fin d'année, a interpellé l'opinion publique sur l'utilisation des pétards ou autres feux d'artifice en cette fin d'année pour la célébration du 31 décembre. Devenue une traditionnelle fête, le 31 décembre fait remplir les lieux dans la capitale. Selon le dit communiqué, l'utilisation des pétards ou autres feux d'artifice est une pratique très courante pendant les fêtes de fin d'année. En dépit du caractère festif lié à leur utilisation, ceci constitue un danger pour la sécurité des populations au regard particulièrement de la situation sécuritaire du pays. C'est pourquoi le ministre de la Sécurité et de la Protection civile porte à la connaissance des citoyens que l'utilisation des pétards et autres feux d'artifice est formellement interdite, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Les forces de sécurité veilleront à l'application stricte de la présente mesure et les contrevenants s'exposeront à des sanctions. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sait pouvoir compter sur la bonne compréhension des uns et des autres et en appelle à l'esprit citoyen de tous. Le Congrès d'initiative pour le développement du Bélédougou SIDEP est une association regroupant les 36 communes du Bélédougou. Cette association s'est investie à faire classer le champ de bataille du Bélédougou comme patrimoine culturel national du Mali. Le SIDEP continue son combat pour le développement de la dite localité à travers d'autres initiatives. Ces propos sont du Dr Manja Diarra, secrétaire général du SIDEP. Il est au micro d'Abdoulaye Fama Koulibaly. D'abord, le SIDEP, Congrès d'initiative pour le développement du Bélédougou, est une association qui est née sur, je dirais, les cendres du Serelefka, je dirais. C'est la même chose, c'est une simple continuation du Serelefka. Serelefka, c'est quoi? Ça, c'est commission de règlement du litige foncier de Kouadjalanda. Son président était Tade Diarra. Et il est toujours. Tade pilote ça toujours. Parce que le Serelefka est une... Et le 5 décembre 2009, lorsque Nonkon a appris que l'espace, il y a eu des ventes sur l'espace du Kouadjalanda, par le maire de Nzomgou, en ce moment, M. Bagarsen à la Garinala. Celui-là, il a informé Nonkon qu'il y a eu des sessions immobilières sur l'espace du Kouadjalanda. Et ainsi, Nonkon a fait appel à tous ses partenaires au Bélédougou, les Kabla ou Kafou avec lesquels Nonkon toujours opérait dans le temps. Ça, ce sont les Amla, Daba, Biela, Massandola, Sirakon, ainsi de suite. Il a invité tout le monde, le chef de village d'Anton, qui est à Nonkon, je crois. Et nous sommes venus tous, le 5 décembre là-bas. Ce jour, il y a eu des gens qui ont dit, je cite, Anga Negetke. Negetke, voilà ça, Kelepseke, ni Koyana, ni Foloma Diana, c'est Ndabe Diana. Anga Negetke, Anga Takelela. Et nous qui étions là-bas, on leur a demandé non. L'air a changé. Il ne faut plus aller à ces extrémités. On peut résoudre ce problème de façon pacifique par les plumes, le pic. Et ils nous ont donné l'ordre de nous organiser en ce moment et de le faire. Si nous ne parvenions pas à réaliser le but, du moins à atteindre le but cherché, alors de revenir leur dire attends. Et ils vont s'assumer. Donc ainsi, ils nous ont demandé de chercher, quelle que soit une association, un groupement, il faut toujours se trouver un responsable qui va coordonner toutes les actions. Et ainsi, on a choisi Tade Diarra.
Tade n'étant pas politique, il est religieux. Donc personne n'aura la prétention de nous dire que voilà, les politiciens commencent à s'aimer de l'ordre ou des ordres dans le Bélidougou. Et Tade étant un religieux très posé, il a de superbes qualités réellement. Donc on l'a choisi comme président et les autres se sont alignés. Autre titre de ce journal, dans le règlement du litige foncier qui a perduré à Kouralé autour des morcellements coutumiers d'un espace de 45 hectares, la justice malienne s'est montrée équitable et impartiale entre les propriétaires fonciers et les prédateurs fonciers. Ces propos sont d'Amoudigue Koulibaly, secrétaire général de l'association des détenteurs de parcelles de Kouralé, village situé entre Kabala et Kalabankourou. Il est au micro d'Abdullah Kader Touré. Et nous avons acheté nos parcelles avec les chefs de village et ses conseillers depuis 2003-2004. Bon, on a construit ces parcelles, d'autres habitent même dans leur famille. Maintenant, au cours de 2013, on voit que les richards, les milliardaires et les spéculateurs fonciers qui sont venus approprier notre terrain, soit disant que tu es là dans ta famille, on va t'appeler et montrer qu'ils détiennent un papier que tu n'as qu'à quitter. En ces jours, quand même, il y a des membres de l'association même qui ont trouvé des problèmes. D'autres ont été même à la prison à cause de leur propre terrain. Maintenant, on a été au tribunal administratif. On a demandé un voyage judiciaire. Le voyage judiciaire, c'est quoi? C'est demander au juge même de se déplacer, venir sur le site, voir qu'est-ce qu'est la réalité. Ils ont fait un voyage judiciaire sur le site. Ils sont venus constater que nous sommes là, habités dans nos familles, respectivement avec nos enfants et nos femmes. Et ces gens qui détiennent les papiers sont venus tout récemment. Donc le tribunal a fait son travail en montrant que tous les papiers administratifs qui sont établis sur le site sont annulés, que la terre appartienne aux gens de l'association, sauf les titres fonciers. Donc on remercie Dieu, on n'a pas rencontré de problèmes avec ceux qui ont les titres fonciers, mais ceux qui ont envers les papiers frauduleusement établis sont tous annulés. Ce qui concernait les papiers du sous-préfet, les papiers de la mairie et les papiers autrement fabriqués sont tous annulés. Nous réjouissons, nous membres de l'association, parce que l'affaire était là entre nous et les spéculateurs, nous et les milliardaires. Mais nous remercions la famille judiciaire qui ont fait un bon boulot, qui ont tranché l'affaire, ni regarder le visage du pauvre, ni regarder le visage du milliardaire. Les serments qu'ils ont fait, qui vont travailler pour le Mali, et rien que le Mali, on a vu que cette erreur a été faite. Que si la justice malienne continue sur ce chemin, nous avons l'espoir et nous serons que le Mali pourra se sur pied sans problème. Décryptage de l'actualité à l'intérieur du pays avec Fatoumata Traoré. Zoom sur le Mali accueille plus de 50 jeunes. Des anciens migrants et des responsables d'organisations de la société civile ont pris part le 1er décembre 2021 à une séance d'information et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. L'activité vise à promouvoir un changement positif de comportement au sein de la population. Elle a été organisée par le Conseil local des jeunes d'Ekaï en partenariat avec l'ONG Wildaf. À Koulikoro, plus de 100 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation d'un barrage hydro-agricole dans la localité de Tientigila, région de Koulikoro. La première pierre a été posée le 2 décembre 2021. Objectif est d'améliorer l'agriculture irriguée en milieu rural afin d'assurer la sécurité alimentaire. Le programme est financé par le projet d'appui à la régionalisation et à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Et enfin, à Badjankara, les bandits armés terroristes ont incendié une camionnette qui transportait les forains à Badjankara pour la foire. C'était ce vendredi 3 décembre 2021. Le bilan est de 31 corps inhumés et près de 20 blessés et des disparus.
C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. Page internationale de cette édition avec Fadi Talfi Maïga. Bienvenue dans l'actualité internationale d'aujourd'hui. Le fils de l'ancien dictateur Mohamed Kadhafi peut finalement se présenter à l'élection présidentielle prévue le 24 décembre en Libye. Saïd al-Islam avait d'abord vu son dossier rejeté par la haute commission électorale puisqu'il faut avoir un casier judiciaire vierge. Le fils de l'ancien dictateur a été condamné à mort en 2011 pour avoir réprimé la révolte contre le régime de son père, mais il a ensuite bénéficié d'une amnistie. Aujourd'hui, il reste poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Après avoir vu son dossier rejeté, Saïd al-Islam avait fait appel et sa candidature a finalement été validée ce jeudi 2 décembre 2021. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a remplacé Albert Youma, président du conseil d'administration de la GECAMIN, la compagnie minière d'État. Depuis le 19 novembre, l'enquête Congo Hold Up avait régulièrement évoqué son nom. À coût de dizaines de millions de dollars, la compagnie minière d'État avait alimenté les comptes du premier cercle de Joseph Kabila via la BGFI Bank. Il faisait aussi l'objet d'une enquête de l'inspection générale des finances. Toujours en République démocratique du Congo, plus d'un mois après l'installation de Denis Kadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'équipe dirigeante reste incomplète à cause du refus du camp de l'ancien président Joseph Kabila de désigner ses 3 délégués. Et enfin aux Comores, le vice-président Ahmed Saïd Jaafar est rentré au pays ce jeudi 2 décembre après 3 ans en exil. Accusé de tentative de coup d'État en août 2018, il avait reçu à fuir le pays juste avant qu'une vague d'arrestations n'ait lieu dans cette affaire. Condamné par contumace à perpétuité en décembre de cette même année. L'ancien colistier d'Azali Azoumani avait finalement bénéficié d'une grâce présidentielle en mai dernier. Comme je vous l'annonçais dans les titres, la corruption est un phénomène qui gangrène l'économie malienne depuis des années, malgré l'existence de plusieurs structures étatiques de lutte contre cette pratique. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Maliens pensent de la lutte contre la corruption au Mali? À ce sujet, suivant les réactions de certains citoyens, ils sont au micro de Youssoufa Koulibaly. La corruption est un fléau qui a existé à tout temps. Qui menace vraiment le développement de toute société. Parce que la corruption, quand on le dit, la corruption est plus vieille que le monde. Mais tant qu'il y a envie, il y a la corruption. Donc la corruption, comme j'ai dit, c'est un fléau qui menace sérieusement vraiment le développement de tout pays. On doit lutter quotidiennement contre la corruption. Donc pour moi, dans un premier temps, il faut surtout moraliser les citoyens, sensibiliser les citoyens pour qu'ils puissent éviter vraiment cette situation. Ensuite, il faut renforcer les services techniques qui luttent contre la corruption, surtout au Mali, quand on essaie de voir les vérificateurs. Ensuite, la justice, surtout la justice, parce que le dernier mot appartient toujours à la justice. Il faut que la justice vraiment prenne à bras le corps la lutte contre la corruption. Ensuite, il faut les gens qui volent, là, surtout les travailleurs, il faut mettre les travailleurs dans les conditions idoines et puis dignes pour qu'ils puissent vraiment ne pas tenter par la corruption. Parce que quand on travaille pendant des années, on reste toujours un travailleur pauvre. Vraiment, on ne peut pas, à ce rythme-là, je pense qu'on ne peut pas lutter contre la corruption. Donc, vraiment, pour que les gens puissent vraiment ne pas être tentés à voler, donc il faut les mettre dans les conditions. Pour lutter contre la pratique, c'est-à-dire la corruption, les autorités de justice doivent s'atteler avec les dossiers du vérificateur général qui ont été émis, n'est-ce pas, doivent prendre toutes les dispositions pour essayer de barrer la route à cette pandémie, comme je l'ai dit, pour ne pas vraiment envoyer le pays dans le gouffre. Nous devons aider les autorités, n'est-ce pas, à les encourager à lutter contre cette pratique. Vous savez que de nos jours, la corruption a atteint un point culminant dans notre société, pratiquement dans nos structures administratives. Vraiment, c'est un fléau qui freine notre développement. Donc, c'est un frein vraiment, mais pour lutter contre ces fléaux, vraiment, il nous faut vraiment un changement de comportement. Pratiquement, lorsque je dis un changement de comportement, vous
Le changement va au-delà du savoir, du comportement, mais de l'instinct même de l'homme. Donc, c'est que lorsqu'on dit le changement ne doit pas s'opérer seulement au niveau de la population, mais aussi aux dirigeants. Donc, ceux qui dirigent même doivent d'abord entamer ce changement-là d'abord. Donc, c'est-à-dire un chef. Donc, si le chef cherche à bannir la corruption, vous verrez que les autres vont le suivre facilement. Le commerce des vieux habits, communément appelé la friperie, est très florissant en cette période de froid. Non seulement résistants, ces habits sont aussi moins chers. Il y en a pour toutes les bourses, pour tout âge et protègent mieux contre le froid. C'est un reportage d'Oumou Diakité. Le changement de climat fait varier les corps vestimentaires. Pour s'adapter au froid qui s'est fait de plus en plus ressentir, les acheteurs prennent d'assaut les friperies. Cependant, les vendeuses disent avoir beaucoup de difficultés dans ce travail. Nous commençons la vente depuis le matin jusqu'au crépuscule. Ça nous permet de subvenir à certains de nos besoins, surtout nous les mères de famille. Je vends certains de mes habits à 1000 francs, 1500 et des fois à 2500 ou 3000 francs. Nous demandons aux autorités de nous aider en diminuant les prix, car nous ne gagnons rien dans ce travail. Nous le faisons pour couvrir nos besoins. Je le fais à cause de la galère. Je prends les habits en détail pour ensuite les revendre pour couvrir mes besoins. Sinon, je n'ai rien du tout. Je peux faire 2 semaines sans rien vendre. Ce que je gagne ne dépasse pas 1500 ou 2000 francs. Je n'ai eu aucun avantage dans ce travail pour le moment. Depuis que j'ai commencé ce travail, je n'ai pas eu de marché et j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Je vends les friperies pour plusieurs causes. Surtout en tant que mère de famille, je le fais pour couvrir certaines de mes dépenses. Nous faisons face à beaucoup de problèmes dans ce travail, car parfois nous achetons beaucoup d'habits pour ensuite les revendre et au moment de la vente, nous trouvons de très anciens habits et parfois déchirés et tachés. Le marché, c'est lorsqu'on a beaucoup de clients et ça dépend aussi de la qualité des habits que nous vendons. Je viens acheter les habits de la friperie car nous sommes en une période froide, donc les enfants doivent être protégés. Actuellement, on ne peut pas faire beaucoup d'achats car les prix sont très élevés au marché. Tout est cher. En somme, la friperie est un secteur très porteur en Afrique, plus précisément au Mali. Malgré toutes ces difficultés, la friperie est source d'emploi et de revenus pour beaucoup des vendeurs, mais aussi pour les clients en ce qui concerne le prix. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmation sur M7 Télévision et la radio Émergence.